Merci Yannick. Nous retrouvons pour ce troisième volet. En quoi la transition écologique par le bas vient nourrir les écofictions qui nourrissent à leur tour les expérimentations. Je vais introduire cette question par mon expérience. Je suis auteure de science-fiction, mais j'accompagne des projets de nature extrêmement différente et dont des projets qui sont des initiatives citoyennes, d'individus qui se relient avec d'autres collectifs et travaillent sur des sujets aussi simples et précieux et complexes qui est se nourrir, habiter les lieux, se soigner, transmettre, transcender, jouer, créer. Ces initiatives me permettent, quand j'écris de la science-fiction, de ne pas me perdre à la fois dans mon imaginaire qui est foisonnant et aussi de ne pas oublier la dimension collective, sinon je me fais happer par toutes les histoires que j'ai lues et les fonctions héroïques par lesquelles nous sommes traversés. Et je suis aussi influencée par le sylvomimétisme, que dans le cadre du mouvement du biomimétisme avec un sylviculteur et un ingénieur agro, Pierre, et avec Charles Etienne, qui sont mes complices, j'emmène des groupes en forêt, donc non pas pour faire de la sylvothérapie, mais pour s'inspirer du fonctionnement de la forêt et des arbres faisant forêt, pour travailler sur des sujets comme la coopération, l'exploration et l'exploitation. Donc c'est des sujets très directement opérationnels dans le monde de l'entreprise et dans la gestion d'un collectif. Et ça vient directement énerver mon travail, parce que le fait d'avoir été plongée avec eux dans la forêt et de continuer à apprivoiser, je suis venue nourrir le tome 2 de Monasphère de cette expérience-là, que les habitants de Monasphère ne faisaient pas dans le tome 1, puisqu'ils ne se rendaient absolument même pas compte qu'il y avait des arbres, parce que pour eux c'était un décor, puisqu'ils avaient une autre ressource. Donc ils n'étaient pas reliés du tout à cet environnement-là. Et le fait de se relier à cet environnement-là va changer leur façon de voir leurs relations, les écosystèmes, etc. Donc cette question de transition écologique par le bas, moi mon espoir c'est que le tome 2 de Monasphère va inspirer en retour des lecteurs qui vont se dire ah oui mais effectivement j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, etc. Donc ce mouvement, j'en suis porteuse. Et par rapport à vos lectures, votre lecture du monde aussi, vos observations du monde, ça fait quel écho pour vous cette question de l'écologie par le bas et qui nourrissent l'écofiction, qui vient nourrir elle-même de l'expérimentation en boucle vertueuse? Oui, c'est ce que vous disiez, c'est la circulation d'un certain nombre d'idées de représentation. Et le fait que ça puisse se nourrir, dans ce que vous disiez, des cercles vertueux, il y a plein d'exemples qui me viennent à l'esprit. On parlait du solarpunk en première partie. Mm-hmm. Voilà, le solarpunk, à certains égards, est inspiré de tentatives et d'initiatives liées aux énergies renouvelables, et puis à toute une série de valeurs un peu plus apaisées par rapport à la nature. Donc c'est effectivement des initiatives qui par le bas inspirent l'imaginaire, et on est en train de voir le solarpunk qui lui aussi réinspire des initiatives par le bas. Donc il y a des espèces de boucles qui se mettent en place avec toute une série de belles œuvres graphiques. Il suffit d'aller chercher, taper solarpunk sur internet, et on voit toute une série de représentations graphiques de ce que pourraient donner ces mondes un peu plus apaisés dans leur rapport avec la nature ou l'environnement. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, alors cette fois-ci un peu plus sur le côté technologique, c'est ce que fait Cory-Doctorow, voilà, donc qui est un auteur, je crois qu'il est canadien, donc qui est très intéressé par la question des communs technologiquiques et informationnels. Donc il est très j'allais dire branché, enfin oui c'est un geek, donc sur l'idée de propriété, alors pas propriété privée ni propriété étatique, mais à l'image de Wikipédia, des formes de propriété collective, de travaux collectifs. Et il essaie effectivement de le réinsérer dans ses œuvres, avec un côté utopique même à certains égards.
Voilà, qu'est-ce que serait une société d'abondance, mais d'abondance qui serait accessible grâce à cette mise en commun des ressources. Parce qu'après tout, ces ressources ne seraient pas condamnées à être appropriées pour faire du profit. Mais on pourrait tout à fait imaginer que ces ressources soient mises en commun, voilà, avec la collectivité. Et à nouveau, à l'image de Wikipédia, hein, il n'y a aucune source de profit qui est faite avec Wikipédia, mais le travail collectif peut servir pour le coup à la collectivité. Et c'est ce qu'il essaie de réinsérer dans ses œuvres. Voilà, il l'a fait sur l'impression 3D, par exemple, qui est un type d'exemple de ce type. Voilà. Là aussi, c'est compliqué. Enfin, voilà, l'autrice le sait, réinsérer ça dans ses œuvres, c'est compliqué. C'est pour ça que le solarpunk, pour l'instant, le genre est surtout programmatique. Enfin, il y a peu d'œuvres encore solarpunk à proprement parler. Voilà, il y a quelques manifestes et quelques déclarations d'intention. Mais retisser ça dans ses œuvres, c'est pas simple. Hein. Parce que déjà, ça demande un niveau de connaissance technique assez élaboré. Voilà. C'est bien beau de dire oui, le solaire, l'énergie solaire ou l'énergie du vent va nous sauver, mais ça se fait pas de manière miraculeuse, quoi. Enfin, il faut donner à voir concrètement comment ça marche, quoi. Donc c'est pas simple. Et l'articuler avec des valeurs un peu plus apaisées, voilà, ça suppose aussi un effort de construction. Donc c'est pour ça que les œuvres sont pour l'instant pas nombreuses. C'est plutôt une source d'inspiration qui demande encore à être nourrie. Il y a une maison d'édition en France aussi qui travaille de manière assez militante, qui est La Volte, la maison d'Alain Damasio, voilà, qui a produit une série d'ouvrages collectifs sur le travail, la santé, également. Je les ai lus tous les deux. Voilà, demain le travail, demain la santé. Voilà, qu'est-ce que pourrait donner, en termes d'imaginaire alternatif, des visions différentes de manière de travailler, de préserver sa santé. Et ça peut faire la boucle également avec des travaux qu'on commence à revoir dans les sciences sociales sur les questions de subsistance. Parce qu'après tout, hein, ce qui fait un être humain, c'est pas tellement le travail, c'est assurer voilà, son existence et sa subsistance. C'est la fameuse phrase de Coluche, moi j'ai pas besoin tellement de travail, ce que j'ai besoin c'est voilà, d'argent pour vivre, mais pour le dire différemment, voilà, ce qui compte c'est la subsistance, c'est comment ce qu'on fait pour avoir une existence et une subsistance correcte. Et on est en train de voir se redévelopper actuellement dans les sciences sociales des travaux autour de ces questions de subsistance qui nous reviennent par le biais des réflexions féministes ou écoféministes. Voilà, il y a toute une branche de l'écoféministe qui était très attentive à cette question de la subsistance. Et comment est-ce qu'on fait pour assurer une subsistance aux gens, voilà, comment est-ce qu'on fait pour leur donner de quoi vivre sans forcément les harnacher de nouvelles technologies, voilà, et de gadgets divers et variés. Et c'est voilà, et on revoit recirculer tout ça, et c'est en train de nourrir là aussi un imaginaire, voilà, qui est pas neuf à certains égards. Voilà. On parlait de solarpunk ou de frugalité, on trouvait déjà des choses de ce genre chez Ursula Le Guin. Voilà, les constructions anthropologiques qu'avait faites Ursula Le Guin dans les années 70 pourraient être à certains égards remises dans la veine solarpunk, hein, parce que voilà, Ursula Le Guin, de manière un peu militante aussi, essayait de reconstruire des modèles sociaux. Voilà, c'est une fille d'anthropologue, donc elle est très attentive aux considérations anthropologiques, et voilà, c'est des sociétés qui, quand on les lit, elles se tiennent. Voilà. Alors elles sont compliquées, voilà, si on lit Les Dépossédés, c'est une société qui est dure, hein. On se rend bien compte que ce type d'utopie n'est pas forcément facile à vivre tous les jours, mais au moins, voilà, on a un schéma social qui est proposé, qui est différent. Voilà. Mais l'intérêt, c'est de montrer aussi que c'est un effort à faire. Voilà. Il n'y a rien qui est donné. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il y a parfois cette impression que tout est accessible en basculant l'interrupteur pour allumer la lumière, mais l'énergie qui nous arrive, ou l'eau qui nous arrive au robinet, voilà, elle n'arrive pas naturellement. Et c'est bien aussi de remontrer toutes les institutions, les infrastructures qui sont derrière, et c'est aussi un effort. On parlait de post-apo tout à l'heure, l'intérêt du post-apo, c'est de montrer que tout cela n'est pas donné à vie. Voilà. Ce qui fait notre confort, et j'invite les auditeurs auditrices à le faire, quoi. Une journée où on est privé d'électricité ou d'eau, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Quand il n'y a plus d'eau du robinet, ou quand l'électricité n'est pas là, ou alors moins grave, hein, quand on est privé d'internet, voilà, ça devient tout de suite plus compliqué. Hein. L'expérience a été faite en sciences sociales de vivre avec 1 litre d'eau par jour. On a fait l'expérience en demandant aux gens, voilà, vous avez 1 litre d'eau, essayez de vivre avec 1 litre d'eau par jour. 1 litre d'eau, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Une fois qu'on a bu
et qu'on veut réaliser d'autres tâches alimentaires ou de toilette, 1 litre d'eau, ça part très très rapidement. Voilà. Ou autre exercice qui peut être fait, c'est l'exercice des 100 objets. Voilà, voilà, prenez l'hypothèse, vous avez 100 objets à choisir, et c'est votre vie dans les jours qui viennent, avec uniquement 100 objets. Et ben, 100 objets, c'est pas beaucoup. Hein, voilà. Si on fait le compte de tout ce qui nous entoure, on est entouré de milliers d'objets dans nos appartements. Voilà, si on doit vivre avec 100 objets, c'est extrêmement compliqué. Mais l'intérêt de la science-fiction, voilà, c'est de montrer ce type d'hypothèse. Voilà. Le monde s'est effondré suite à une pandémie, une catastrophe nucléaire ou que sais-je. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire revivre quand le confort a disparu? Voilà, si on regarde La Route au cinéma, ou on prend le roman de McCarthy, qui est magnifique, effectivement, on voit que tomber sur un bunker dans lequel la personne a pris la précaution de conserver les stocks de vivres absolument importants, c'est tout de suite, c'est avoir l'impression de revivre, parce que c'est de retrouver une forme de confort qu'on a connu. Mais c'est pas simple. Et la vie n'est pas simple dans La Route de McCarthy. En vous entendant parler, ça fait penser je vais régulièrement au Rwanda. Je suis reliée fortement à l'Afrique, à des pays qui ont des zones où il y a 100% d'agriculture nourricière, et où la question de l'imaginaire de la science-fiction, pour eux, en fait, quand je leur dis que j'écris de la science-fiction, ça veut rien dire. Et si on prend leur vie de frugalité, je me dis, mais en fait, c'est eux qui pourraient nous apprendre un certain nombre de choses par rapport, si on prend de la science-fiction post-apo. Oui, tout à fait. Et je me suis aussi demandé s'il y avait des auteurs africains qui écrivaient de la science-fiction. Oui, il y en a. Alors, je suis moins spécialiste de ce champ, parce qu'il est souvent peu traduit. Ouais. Il y a Okafor, ce genre d'autrice. Alors, en plus, africain, c'est au sens très large. Hein. Ça peut être... il y a de la science-fiction égyptienne, il y a de la science-fiction sud-africaine, écrite à la fois par des auteurs noirs et blancs. Enfin, il y a Lauren Boyce, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est un peu dans la veine cyberpunk, d'ailleurs. Je suis moins spécialiste, hein, pour être franc, mais parce que souvent, elle est moins traduite, voilà, et elle circule moins. La science-fiction, malheureusement, à certains égards, elle est surtout occidentale. Hein. C'est un imaginaire qui est très occidental, qui est très prométhéen, qui est très imprégné. Enfin, voilà, la grande époque de la SF, c'est les années 40, 50, 60, 70, donc c'est un imaginaire qui est plutôt technologique. Enfin, Asimov, typiquement, ça c'est pas de là, quoi, ou Arthur Clarke. Donc on est on est fortement du côté technologique, prométhéen, avec encore cette espèce d'imprégnation modernisatrice. Voilà, le progrès avec un grand P va nous mener vers la félicité collective. Voilà. Et pour le coup, c'est pas l'imaginaire africain, qui est très créatif d'ailleurs. Hein. Moi j'ai un peu travaillé sur les Fab Labs, sur le do-it-yourself. Il y a une créativité dans ces Fab Labs africains. Là, et pour le coup, on refait la boucle avec Gibson tout à l'heure sur ce qu'on disait sur la rue qui trouve son propre de choses. C'est quand on a peu de ressources, on est forcément obligé d'être débrouillard et de faire avec ce qui est sous les mains. Donc les Fab Labs africains sont d'une créativité absolument phénoménale. Hein. Enfin, ils vous font des trucs avec pas grand-chose, et ça récupère, ça bidouille, c'est assez fabuleux. Et transition pour le coup par le bas, quoi. Voilà, ils sont déjà dans la transition écologique par le bas, quoi. Avec une raréfaction des ressources qui oblige à la créativité, forcément. Ouais. Par rapport à l'écologie par le bas et les expérimentations, j'ai commencé à animer des ateliers à partir d'éco-fiction, très courtes, 3 pages, mais qui sont à un haut niveau de complexité parce qu'il y a des multiples essais qui sont traités conjointement pour que le lecteur puisse être imprégné par quelque chose qui le plonge dans une réalité. La réalité, elle est complexe. Et ce qui, dans les premières expériences, la question du déni, il y a une confrontation au déni de la situation actuelle avant de pouvoir se projeter. Et c'est en passant par les émotions, la lecture des émotions provoquées qui vont de la peur, l'angoisse, sur la même histoire de « Ah, mais je me sens à l'aise, si c'est ça, ça me fait rêver
Donc on a les voix plurielles au niveau de la réception et ensuite une étape sur le partage de la situation actuelle et la vue sur le monde où chacun a ses biais et c'est seulement quand on a traversé ça qu'en fait on arrive à travailler sur le futur et on passe par les SI. Les SI qui sont ceux qui sont à l'intérieur des 3 pages proposées et les SI qu'ils ont envie de rajouter. Et ensuite, nous faisons du travail d'écriture collectif. Et dans cette boucle-là, moi j'ai pas comme intention de créer un plan d'action, mais il y a une traversée qui se fait jusqu'à devenir auteur et en fait auteur collectif et qui permet de donner des amorces, je l'espère, de retrouver des sensations de puissance par rapport à l'action. Oui, c'est vrai, c'est la puissance d'agir en fait qui m'intéresse. Et c'est la force des hypothèses, quoi. C'est voilà, reconstruire des hypothèses et prolonger ces hypothèses et voilà. Et faire l'effort de réflexion pour sortir à certains égards du confort que l'on connaît, pour tester autre chose, qui peut être une autre forme de confort, mais qui n'est pas gagné. Enfin voilà, et c'est ce qui est entre deux qui est le gain, quoi. C'est la part d'enrichissement personnel que vont connaître les personnes en faisant ce parcours entre l'hypothèse initiale et puis l'imaginaire nouveau qu'ils vont réussir à produire. Ouais. Et qui fait un lien avec votre premier essai sur la question de l'éthique du futur. Oui, tout à fait. Voilà. Où là, on est dans des questions éthiques sur la responsabilité de chacun et collective. C'est sortir du présentisme et du nez collé sur le guidon pour s'obliger à penser effectivement le futur, et pas seulement le futur proche, un futur plus éloigné, qui n'est pas simplement le nôtre, mais celui de nos enfants, des générations futures, voilà, et du monde qu'on va leur laisser. Ouais, tout à fait. Et c'est capital, quoi. C'est véritablement arriver à se désincarcérer à certains égards du présent dans lequel on est enfermé, quoi. Avec un court-termisme qui nous fait raisonner à quelques mois de distance. Alors après, oui, quand on est dans une situation de pandémie, c'est compliqué, on est forcément dans l'incertitude par rapport au futur, mais c'est peut-être aussi l'occasion de pousser plus loin, quoi, et de se dire, une situation critique, comment est-ce qu'il est possible de ressaisir cette situation critique pour aller vers du mieux et du neuf. Et à nouveau, l'imaginaire nous aide. Voilà, les situations de pandémie, d'épidémie dans la SF, on en a connu beaucoup, et on a des auteurs ou des autrices qui reconstruisent des sociétés qui arrivent à fonctionner après ce type de difficultés. C'est pas simple, mais on peut y arriver. C'est pas simple. Et merci beaucoup Yannick pour cette 3e rencontre autour d'un point très vivant en fait, parce que ça nous concerne tous, cette question de l'action et de l'écologie par le bas, et comment en fait les science-fiction et les éco-fictions particulièrement peuvent nourrir l'action. Elles le peuvent. Elles le peuvent, oui. Et dans votre essai Hors des décombres du monde, vous citez Günther Anders, et cette phrase magnifique qui est « Élargis les limites de ton imaginaire pour savoir ce que tu fais ». Tout à fait. Merci. Merci.